Bonjour, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode, qui est à la fois une vidéo spéciale sur abonnés et une vidéo spéciale Halloween. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier d'être déjà plus de 110 à vous être abonnés à ma chaîne et à régulièrement m'encourager via vos commentaires au moment où je tourne cette vidéo. Mais, plus important, je vous souhaite un bon Halloween et bienvenue en Belgique, dans la forêt de Soigne. En effet, je vous propose de me suivre dans ce voyage nocturne au cœur de cet endroit. La forêt de Soigne se situe au sud-est de Bruxelles et regroupe toute la zone vert clair sur ce plan. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici un petit cours de géopolitique sur la Belgique. La Belgique est divisée en 3 régions. La région flamande, la région wallonne et la région Bruxelles-Capitale. Et là où ça devient intéressant pour notre exploration, c'est que, comme vous pouvez le constater sur ce plan, la forêt de Soigne fait se rencontrer toutes ces frontières à la fois. Et j'aime à penser que si c'est un lieu dans lequel tant de frontières se rencontrent, à l'occasion d'Halloween, il pourrait également y avoir une autre frontière qui s'ouvrirait, celle entre notre monde et le monde des esprits. Et c'est ce que nous allons tenter de découvrir aujourd'hui dans cette exploration. Durant ces quelques heures de marche à travers l'inconnu, durant lesquelles je serai à la recherche d'événements paranormaux, je vous conterai les légendes, récits et faits historiques qu'ont traversé la zone au fil des murmures et de l'histoire. Oh, et une dernière petite chose avant que nous commencions. Je dois vous avertir que ce n'est pas la première fois que j'entre en ce lieu. À vrai dire, j'ai déjà tenté l'exploration la veille. Cependant, mon éclairage était de trop mauvaise qualité et ne permettait pratiquement aucune visibilité. Je me suis donc mieux équipé et j'y suis retourné une deuxième fois. Je vous souhaite à présent un bon épisode. Et c'est parti. Nous passons sous le chemin de fer. Ah, je vois une lumière au loin. Là, vous la voyez? On dirait que je ne suis pas seul. Ah, et derrière moi également. Il y a encore quelques personnes dans le parc, enfin dans la forêt. Contrairement à hier où, quand j'étais venu, je n'avais croisé absolument personne. Il y a encore quelques personnes qui font leur footing. Bonsoir. Là, vous voyez bon, encore un train qui passe. Encore des tas de bois là qui sont empilés.
Alors il y a quelques légendes qu'on raconte sur cette forêt. Une légende relativement farfelue, comme quoi il y aurait, durant les jours de brouillard, des gens qui auraient aperçu des yeux flotter. Et d'après la hauteur à laquelle ils ont aperçu ces yeux, ce serait plus des yeux de géants que d'humains. C'est très venteux ce soir. Je dois dire que pour l'instant la température est encore acceptable. Pour l'instant on entend encore quelques bruits de ville, comme le train qui passe, des voitures sur le côté, mais quand je m'enfoncerai dans la forêt, là, ce sera plus la même chose. Là on est sur le point d'entrer vraiment dans le cœur de la forêt. Et alors, fait notable et plutôt surprenant, c'est que quand je suis venu la veille, je n'ai pu apercevoir. J'ai cru entendre des bruits de sabots. Un animal à sabots qui courait. D'accord. Donc disais-je, je n'ai pu apercevoir aucun animal. J'en entends bien évidemment, j'entends des oiseaux qui chantent, qui battent des ailes. J'entends des bruits relativement régulièrement, mais du moins avec mon équipement d'hier, je n'ai réussi à en apercevoir aucun. Non, à mon avis, en fait, c'est du bruit dans le fond de mon sac. Je crois que j'ai compris ce que c'était ce bruit. Voilà, je me suis encore fait peur tout seul. Voilà, ça, s'il y a bien une chose qui terrifie les êtres humains, c'est bien leur propre imagination. Mais cela vaut également pour les poissons lanternes. L'art de créer des chimères, de créer ses propres peurs à partir de zones d'ombre, de zones d'inconnu, est vraiment quelque chose pour lequel notre cerveau est très fort. Il faut savoir qu'avant, la forêt de Soignes, ou du moins la forêt, on va dire qui en regroupait plusieurs et dont la forêt de Soignes est aujourd'hui un héritage, faisait avant plus de 10 000 hectares. Elle est restée quasiment intacte jusqu'au XVe siècle. Et puis elle a été la propriété de ducs et de comtes de Louvain et de Brabant. Et elle était utilisée comme territoire de chasse. Et puis, il y a les habitants qui ont pas mal saccagé la forêt. Il y a eu plusieurs les révolutions, les guerres évidemment qui sont entrées en jeu. Et puis, il y a 60% qui ont été vendus du territoire de la forêt et qui donc ont été défrichés. Et aujourd'hui, des 10 000 hectares, il n'en reste plus que 4 000 ou 4 400 je crois. Donc comme quoi, on peut dire que le poumon de Bruxelles, comme on la surnomme, a été bien entamé au cours de l'histoire. Et il me semble dans les années 1800 qu'elle est devenue la propriété de l'État belge.
Ah, j'aperçois encore une lumière là-bas. Ça doit être un cycliste. Je sais pas si on le voit. Juste là droit devant. Ah, et là il y a une petite table sur le côté. Manifestement qui n'a plus été utilisée depuis un certain temps, mais ça doit être un endroit tout à fait charmant pour organiser un petit pique-nique. Bon, évidemment, à des températures et une luminosité plus, on va dire un petit peu plus élevée, ça doit être un cadre vraiment agréable. Ah, encore un vélo qui passe. Décidément, c'est bien plus peuplé que hier. Et alors ils mettent des petits panneaux comme ça pour indiquer quelles voies sont autorisées pour quel type d'usager. Bon, le sentier comme celui-ci, à part pour les véhicules évidemment motorisés, voilà. Ici on a toutes les autorisations. Je sais pas si ça se voit bien. Le chemin des deux montagnes. C'est celui qu'on vient d'emprunter et on va sur le chemin des tumuli, qui est interdit aux cavaliers, apparemment. On a un panneau pour indiquer que c'est un réseau cyclable et que le Brabant flamand est apparemment plus loin. Ouais, parce que je ne sais pas vraiment à quel endroit commence le Brabant flamand, à quel endroit s'arrête Bruxelles-Capitale ou la région wallonne. Ça, je sais juste que les frontières existent en forêt, mais je ne saurais pas du tout évidemment dire à quel endroit je changerais de région, ou si même j'atteindrais ce point. Parce que c'est tout de même une très grande forêt. Alors c'est très perturbant, parce qu'on entend souvent des bruits d'animaux tout autour, des oiseaux, mais on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont là, ils se baladent quelque part, mais ils savent bien se cacher. Et alors dans cette forêt, il faut savoir qu'il y a un monument aux morts qu'on appelle le monument forestier, qui en fait est une sorte de mini Stonehenge dans la forêt, mais c'est plus au sud. Et c'est constitué de 11 pierres, 11 pierres tombales en fait, et sur chacune d'entre elles est écrit le nom d'un des soldats. C'est pour rendre hommage à des soldats qui sont tombés durant la première guerre, il me semble. Et alors il faut aussi savoir que en l'an 44, puisqu'on en est à parler de guerre, il y a eu une rampe de lancement pour le V1, une arme très puissante pour l'époque, et même encore aujourd'hui, qui était en construction par les nazis, qui était venu dans la forêt. Mais l'annonce du débarquement de Normandie a fait, heureusement, s'arrêter les travaux. Ouais, de temps en temps je me retourne parce que j'ai
presque l'impression d'être suivi ici. Ça, c'est vrai que ce genre de cadre est vraiment idéal pour développer sa paranoïa. Déjà que chaque petit bruit, surtout au début, fait sursauter, fait se demander tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un animal? Est-ce que c'est mon sac? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est quelqu'un qui est derrière moi? Parce qu'il y a également le facteur de la rencontre humaine inconnue qui peut être effrayant. Même peut-être plus encore que les esprits. Et donc tous ces facteurs inconnus font vraiment développer une paranoïa. On se retourne, on cherche à voir quel était ce bruit. Tiens, un chemin privé, réservé aux cavaliers. Quelle drôle d'idée. J'espère que ça se verra bien. Voilà, réservé aux cavaliers, interdit aux piétons. Vraiment curieux. Même si ce panneau a l'air de dater un peu. Et alors cette forêt est loin d'être aussi chargée de drames quelque part que la forêt du Japon qui a été explorée d'ailleurs le Grand JD, dans laquelle il y a eu beaucoup de suicides. Ici en cherchant des informations sur la forêt, je n'ai trouvé qu'un seul cas de suicide ici. Il s'agit d'un étudiant dont je ne donnerai évidemment pas le nom par respect. Mais outre cette histoire de yeux qui flottent dans le brouillard, on raconte également l'histoire d'un homme qui s'appelle Charles et qui était très apprécié dans l'aristocratie, des artistes, presque dans la bourgeoisie, et qui se servait aussi de la forêt comme d'un terrain de chasse. Il avait ses occupations, et il venait parfois dans la forêt pour se reposer, se ressourcer. Voilà, il avait des occupations qu'on qualifiait d'amusement. Et des légendes à son propos racontent que il créait ce qu'on appelle des chimères. Alors non pas avec des animaux, mais avec des arbres. Il y a la légende de l'arbre de Lorraine qui serait ici en forêt, et qui est en fait un arbre qui est un mélange d'entrelacement de 8 arbres différents. Et il faut savoir que Charles a connu pas mal de tragédies dans sa vie. En quelques jours, il a perdu sa fille, sa femme et sa mère. Et aux quatre batailles auxquelles il a participé, il a perdu. Et on raconte que derrière le masque de cet homme très, très extravagant, se cachait un homme profondément meurtri par tous ses drames et ses défaites, et désillusionné. Et il raconte donc qu'il venait dans un petit laboratoire secret dans la forêt, dans lequel il pouvait s'adonner sans crainte de l'opinion populaire de ses expériences avec ses arbres, afin de créer la vie justement quelque part, ce qui n'est pas sans rappeler une certaine histoire que j'ai faite sur ma chaîne il y a quelque temps, n'est-ce pas? Donc j'ai trouvé ce détail amusant, mais aucun arbre n'a été, disons, identifié comme étant particulièrement étrange. Ça reste une légende. Mais puisqu'on en est à parler d'arbres, faut savoir que cette forêt elle est quand même relativement ancienne, et il y a encore des arbres qui ont ici plusieurs milliers d'années, qui sont témoins des premières plantations. Et d'ailleurs, ce n'est pas rare d'en croiser ici, même si je suis probablement incapable d'en reconnaître. Je passe probablement devant certains arbres millénaires. C'est vrai qu'ici les arbres sont de taille relativement respectable. Je dirais qu'ils font bien 20 mètres de haut. On voit ici en l'air un plafond là-haut
de feuilles qui doit être bien utile les jours où on se promène en forêt lorsqu'il pleut. C'est très silencieux, hein. Là, je n'entends plus d'animaux. Il n'y a presque pas de vent. C'est beaucoup plus silencieux que par rapport à quand je suis entré. Ah, il suffisait que je dise ça pour que je finisse par entendre des bruits derrière moi. Décidément. Enfin, des bruits d'animaux ou des bruits de feuilles ou de branches qui tombent. Ça aussi, je ne le saurais probablement jamais. Ouais, c'est le début de l'hiver, mais il y a encore... Ouais, on voit ici, là, les feuilles qui commencent vraiment à pourrir. Certaines qui sont encore bien vertes. On va savoir pour combien de temps. Il y a beaucoup de feuilles mortes. Et un détail amusant sur cette forêt, qui au départ paraît être une légende horrifique, c'est qu'il y a le lac qu'on appelle le lac des enfants noyés. Mais la vérité, c'est que ce nom vient en fait d'une erreur de traduction. Parce qu'en fait, il y avait un moulin qui donc était sur le lac, qui appartenait à la famille Verdronken, hein, qui est du néerlandais. Et donc, ce moulin près du lac a été donc légué aux enfants, les enfants Verdronken. Et là, pour ceux qui parlent le néerlandais, vous l'avez dans le mille. C'est-à-dire que Verdronken, traduit littéralement en français, veut dire noyer. Donc les kinderen, les enfants Verdronken, est traduit littéralement par les enfants noyés. Ce qui fait qu'on a un lac qui a ce nom-là. Mais fort heureusement, aucun enfant, du moins à notre connaissance, n'a été noyé dans ce lac. Du moins, pas suffisamment pour que ce lac hérite de ce nom. C'est vraiment immense là, jusqu'à aussi loin que je puisse voir, que de la forêt. Et avec ce contrebas là, on voit encore pas mal de plantes. Mais bon, je ne vais pas m'y aventurer. D'une part parce que j'aurais peur de ne pas pouvoir remonter. Et d'autre part, je me suis renseigné un petit peu sur la loi à ce niveau-là, ce qu'on avait le droit de faire ou de pas faire, hein, histoire de ne pas faire le gangster. Et on doit rester sur les sentiers comme ça. Hein, le hors-piste, si on peut appeler ça ainsi, est réservé à des professionnels de la nature ou autres. Donc des simples passants doivent rester sur des sentiers ou sur des chemins tracés comme celui-ci. Qu'est-ce que c'est que ça? Une simple feuille. J'espère que cette fois-ci je n'attirerai pas trop de papillons de nuit. Fort attiré par la lumière. Même si le risque est que j'en attire davantage, étant donné que la qualité de la lumière dont je dispose est bien plus élevée que celle de mon exploration d'hier.
c'est vraiment très calme. J'ai presque envie de parler à voix basse, afin de ne pas déranger les animaux qui vivent ici. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de vie ici. Ça, j'ai eu l'occasion de le constater. Mais là, c'est comme si les animaux étaient tous allés dormir. Et d'ailleurs, on peut voir ici quelques terriers, comme là ici. Enfin, du moins, c'est ce dont j'ai l'impression. Sert de terrier à un certain animal, ou alors c'est juste un tuyau, ça je n'en sais rien. Mais bon, on va pas aller fourrer la lumière là-dedans. Ça aussi c'est important quand on fait une exploration, c'est de respecter l'endroit dans lequel on est. Là j'ai pris une petite pause, je me suis arrêté. Il y a encore un cycliste qui est passé. Il s'est arrêté, il m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai fait que ouais, je m'étais juste arrêté 2 petites secondes. Très sympathique. Ah, on entend un oiseau qui chante là-bas. Je sais pas si ça s'entendra dans le micro. J'ignore de quelle espèce c'est. Là, bizarrement, on commence à beaucoup entendre l'eau qu'il y a dans ma gourde, dans mon sac, qui s'agite. Ça faisait pas ça jusqu'à maintenant. Tiens, un petit banc ici. Alors, des fois, il y a des espèces de petits points lumineux comme ça, enfin de points gommettes là qui sont collés sur les arbres. Et j'ignore quelle est leur utilité, leur signification. Je me demande pourquoi il a été mis là, celui-là. Peut-être qu'avant il y avait quelque chose à observer, ou alors que c'était plus plat, ça pouvait faire un terrain de jeu pour des enfants. Mais là encore, ce banc a l'air de ne plus avoir été utilisé depuis un certain temps. Ouais, la preuve qu'il y avait une activité ici, c'est que là on a une poubelle, ou enfin je suppose, qu'est-ce qu'il y a écrit? On tout forestier. Il y a même un numéro de téléphone, contact forestier. Serait-ce un point, une sorte de point de repère avec le numéro pour contacter les forestiers au cas où on se perd? Ça c'est très intéressant. Drève de Saint-Hubert. Uccle. Ouais, ça date vraiment, ça. Je me demande si ça porte même encore le même nom.
On voit des panneaux vraiment très très vieux. Chemin des tumuli toujours. Et alors là, encore un panneau comme celui de tout à l'heure. Réseau cyclable vers le Brabant flamand. On va continuer tout droit. C'est marrant de voir à quel point les feuilles font une sorte de plafond au-dessus. Vous voyez? C'est vraiment un plafond, un toit au-dessus de ma tête. Juste au-dessus du sentier. Comme un petit chemin tout tracé. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Save? Ah, ça c'est quelqu'un qui a écrit ça. Je me demande quel effet ça ferait si je n'étais pas tout seul. Parce que ça c'est vrai qu'il y a aussi le facteur de la solitude. Avec juste vous qui m'accompagnez ainsi par la voix, mais physiquement je suis tout seul ici. Et je me demande à quel point ça changerait si j'avais été accompagné par je sais pas moi, un ami, ma chère et tendre, un garde du corps de type goulesque, qui lui aurait à coup sûr effrayé tous les esprits. Mais en tout cas, cette expédition est certes tout à fait exceptionnelle pour l'épisode spécial Halloween, mais je n'exclus pas le fait de réitérer l'opération dans un autre endroit évidemment, si jamais ce contenu vous plaît, et si jamais vous voulez que je le refasse pour un futur palier, je sais pas moi, les 1000 abonnés, ou un éventuel palier supérieur que j'atteindrai peut-être. Et si c'est le cas, vous pouvez d'ailleurs me dire dans les commentaires si vous avez un lieu à me conseiller, bon, de préférence en Belgique, étant donné que je suis à Bruxelles. Et si vous voulez que je le fasse avec quelqu'un, avec pourquoi pas un autre conteur horrifique, avec qui j'essaierai de m'organiser à l'avance. Et là aussi, vous pouvez me dire avec le ou laquelle de vos conteurs préférés vous désirez me voir explorer des lieux étranges. J'ai encore cru voir une autre lumière. À mon avis, c'était ma lampe frontale qui a dû bouger. J'ai pas mal de champignons poussés comme ceux-là. Et alors là aussi, en me renseignant sur la réglementation liée à la forêt, je suis tombé sur... dans l'article de loi, il était fait mention de... dans l'article du moins Code de la forêt, il était fait mention de la cueillette des champignons qui devait se faire entre certaines heures et avec une certaine limite qui était de 10 litres, je crois. Ça, je suppose que c'est pour éviter de vider la forêt de ces champignons. Et l'heure, c'est peut-être pour ne pas confondre avec l'obscurité certains champignons, on va dire sains, d'autres champignons vénéneux. D'ailleurs, j'ignore s'il y a des espèces de champignons
véritablement dangereuses ici en forêt de soigne. Alors, j'ai vite fait regarder un petit peu la faune qu'il pouvait y avoir ici. Il y avait certains éléments assez surprenants. Alors je vous mets en fond les différents animaux qu'on peut y trouver. En tout cas, je n'en aperçois toujours aucun. Bon, il faut dire qu'avec mes grandes lumières, je dois probablement les faire fuir. Oh, encore une lumière là-bas derrière au loin. Vu la vitesse à laquelle ça approche, c'est encore probablement un cycliste. C'est fou, hein. D'habitude, enfin, je veux dire, hier, je n'en avais vraiment croisé aucun. Et là j'en vois plein aujourd'hui. Qui rentrent probablement chez eux. Tiens, j'en vois deux cyclistes. Là aussi, je me demande à quel point c'est fréquenté de jour. C'est vrai que ça doit être un cadre relativement agréable pour faire un petit footing ou pour tout simplement faire un petit tour à vélo. C'est vrai que de jour, l'endroit doit être bien plus accueillant. Alors là, je dois vous faire une confession. Je ne l'avais même pas entendu avant. Je dois dire qu'il m'a bien fait peur. Alors, oula. Drève des quatre frênes. Là, les lettres blanches ont complètement été effacées. C'est juste une trace verte des lettres qui avaient été écrites avant qui m'a permis de le lire. Sinon, c'était vraiment complètement effacé avec le temps. Ah oui, et autre détail insolite sur cette forêt, et qui est sans doute un des plus étranges, c'est que cette forêt a été le théâtre de réunions satanistes. Et ça, c'est... Tu vois, il y a même eu des articles qui ont été faits là-dessus. Quelqu'un aurait réussi à tomber sur
un rituel d'initiation sataniste de l'église satanique en Belgique, qui se serait réuni plusieurs fois ici dans la forêt, afin d'accomplir des rites de toutes sortes. Mais c'est la seule et unique fois où ils ont été trouvés. Et l'un d'eux, lorsqu'il a été interrogé, je veux dire l'un des satanistes interrogés, aurait même dit que si quelqu'un tombait sur eux et désirait les rejoindre, il était tout à fait le bienvenu. Il ne se montrerait pas hostile envers une présence d'un visiteur qui tomberait sur eux. Même si, bien évidemment, il préfère effectuer tout ça en cachette. C'est vrai que vu la taille de la forêt, il y a de quoi ne pas être trouvé. Et tiens, petite réflexion pendant que je marche, je me suis toujours demandé pourquoi les esprits étaient souvent, quasiment majoritairement, représentés par des formes humaines, alors que si on part du postulat que ces esprits seraient l'âme humaine qui serait sortie de son corps et qui serait restée sur Terre pour X ou Y raison, bien souvent on raconte que c'est car la personne avait un regret ou une amertume sur Terre et que donc son âme ne pourrait pas s'élever pour aller, selon les différentes croyances, dans différents endroits, mais qu'il n'y avait jamais de représentation, ou quasiment jamais, d'esprits d'animaux. Parce que si on part du postulat que donc les esprits sont les âmes des humains, pourquoi n'y aurait-il pas d'esprits d'animaux ? Sinon, au Japon, il y a les fameux petits esprits de la forêt. Ils ont beaucoup, eux, de légendes autour d'esprits et de dieux de la forêt. Ça, ils ont beaucoup plus que chez nous en Occident, en Europe. Et il y a ces fameux petits esprits relativement mignons d'ailleurs, assez populaires. Des tout petits esprits blancs comme ça qui seraient assis sur les branches des arbres, avec leur petite tête qui bascule. Alors ça, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'ils se les représentent dans leur légende, ou si c'est une version romancée pour les films. Mais en tout cas, c'est quelque chose de plutôt adorable. Ouais, je suis allé bien plus loin que la première fois. Ouais, je suis jamais venu jusqu'ici. Ben, vous savez quoi? Je pense que là c'est l'endroit idéal pour effectuer une petite activité. Ouais, je pense qu'on va aller là. Là il y a un grand terrain dégagé, là où il n'y a pas d'arbres. Et alors, j'en vois déjà certains se demander, mais de quoi parle-t-il donc? Qu'est-ce que ce satané poisson-lanterne a bien pu prévoir comme activité à faire en pleine forêt la nuit? Il n'oserait quand même pas effectuer un rituel d'invocation ou je ne sais quoi. Et bah si, il va oser. Donc je vous retrouve tout de suite lorsque j'aurai préparé tout mon matériel. Alors ce que je vais faire ici est un rituel d'invocation d'esprit que j'ai trouvé sur le net. Et alors il est précisé qu'au début on rate systématiquement, que les débutants ont toujours du mal et que c'est une question d'entraînement, que l'esprit est également entraîné à communiquer en fonction de sa force. Il y a plusieurs choses qui sont précisées. Et ici je vais l'effectuer avec comme matériel ici un bol avec un peu de thym et la formule dont je dispose ici sur mon téléphone. Je vois que le vent commence à se lever alors que j'ai pas encore prononcé la formule.
Alors donc, c'est parti. Où que tu sois, je fais appel à toi. Sur les ailes de ces mots qui se déplacent, quelle que soit la distance, traverse le temps et l'espace et apparaît en ma présence. Alors, j'ai l'impression d'entendre des bruits de pas. Et ce sont des bruits de pas qui me donnent l'impression d'avoir été un humain que j'ai entendu là-bas. Le vent qui se lève très fort. Ouais, le vent s'est levé très fort d'un coup. Il y avait déjà un peu de vent qui se levait, mais là il a renversé mon sac. Mais en tout cas, je n'ai rien vu. La seule chose du moins que j'aperçois, c'est là-bas un hélicoptère dans le ciel. Mais il semblerait qu'il n'y ait rien autour de moi, ou du moins, je n'ai rien aperçu. Alors, détail qui apparemment est très important lorsqu'on réalise une invocation, de quelque type que ce soit, c'est de remercier l'esprit, en supposant qu'il soit venu, et de lui dire qu'il peut s'en aller. Car selon les croyances, les esprits pourraient suivre les personnes, ou du moins ne pas comprendre qu'elles doivent repartir. Là-dessus, il n'y a pas de formule particulière, mais là je vais donc m'adresser à l'hypothétique esprit qui pourrait être venu ici. Esprit, qui que tu sois, toi qui t'es manifesté ou qui a tenté de te manifester par ces éléments naturels, ou peut-être que ma caméra aura capturé quelque chose de ta présence, je te remercie de ta venue et je te dis que tu peux à présent repartir en paix de là d'où tu viens. Et encore une fois, c'est relativement curieux et surprenant, c'est que à peine ai-je fini de terminer ma phrase que le vent s'est à nouveau levé. Je sais qu'il s'agit sans doute de coïncidence, mais c'est ce genre de petits détails qui te font toujours te questionner sur la véracité de ce que tu viens d'accomplir. Et là, en tout cas, je vous avoue que que plusieurs fois, ça a été mon cas, et là, il y a de quoi se poser les questions. Et d'ailleurs, j'apprécierais avoir votre avis là-dessus dans les commentaires, si vous croyez ou non en coïncidence, et si vous croyez ou non aux esprits d'air. Ouais, je serais assez intéressé de connaître un petit peu la croyance à ce niveau-là de mes abonnés. Bon, sans évidemment partir, je vous prie, dans des débats religieux, et bien évidemment, si débat il y a, de rester dans le respect habituel que j'ai pu constater sur ma chaîne. Et ben en tout cas, je vais à présent ranger mon matériel et je vais me remettre en chemin. Je pense que je vais rebrousser chemin et on va faire le chemin en sens inverse jusqu'à l'entrée de la forêt. Donc je range le matériel et je vous retrouve tout de suite après. Et nous voilà repartis. Alors, ouais, j'étais venu par là. Hop là. Alors, ouais, j'étais venu de par là. Manquerait plus que je me trompe de sens. J'ai dû changer de batterie juste après avoir réalisé mon expérience. Donc là j'utilise la deuxième, ce qui est bien le signe
que je dois rebrousser chemin. Parce que cette batterie-là tient un tout petit peu plus longtemps que la précédente. Mais voilà, je ne pense pas que aller plus loin aurait été une bonne idée. En tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai pu observer moi-même, ça ce sera confirmé ou pas par la caméra, c'est que je n'ai rien vu d'étrange ou qui puisse s'apparenter de près ou de loin à du paranormal. Bon après, comme le dit le grand JD lui-même, très souvent, ce qu'on peut voir d'étrange, c'est en post-prod, lorsqu'on est en train de faire le montage et qu'on revisionne les images. Là, ça change totalement. J'avais entendu du vent, j'avais l'impression que c'était encore un bruit de vélo. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que j'ai dit, tout à l'heure concernant une future exploration. Là aussi, si vous préférez me voir repartir en expédition seul, parce que c'est marrant de me voir, de voir le poisson lanterne flipper et bégayer. Parce qu'après tout, c'est sans doute pour ça aussi que vous avez cliqué sur cette vidéo, pour voir des choses étranges. Et pour voir Mister le poisson lanterne, qui pour une fois, pour la toute première fois sur sa chaîne, est celui qui est dans une position peu rassurante. Le fait de se retrouver tout seul dans une forêt sombre la nuit, avec une simple lampe frontale, une caméra et une lampe torche, est loin d'être une des expériences les plus rassurantes que j'ai pu effectuer dans ma vie. La forêt était très calme ce soir, vraiment très calme. Je m'attendais à entendre plus de bruit d'animaux, d'oiseaux. Là, la forêt était vraiment endormie. Avec simplement de temps en temps le vent qui se lève, qui fait siffler les arbres. Et bien d'ailleurs, je pourrais désormais vous conseiller, si vous ne savez pas quoi faire comme activité pour Halloween, si vous n'êtes pas comme tous ces gens normaux qui vont à des soirées spéciales films d'horreur avec leurs amis, ou même à des soirées en extérieur, comme des soirées boîte de nuit ou autres, ou à Walibi, ce genre d'événement pour Halloween. Si vraiment vous ne savez pas quoi faire et que vous voulez chercher une idée originale avec que ce soit seul ou avec vos amis, du coup ça doit être plus sympathique. Une petite exploration nocturne de ce genre de lieu est quelque chose que je peux désormais conseiller comme étant certifié frisson. En respectant bien évidemment les endroits dans lesquels vous allez. Je vous fais confiance pour ne pas aller vous aventurer dans des endroits dans lesquels vous n'êtes pas censé avoir accès.
Et là je sens que la température baisse bien comme il faut. Ah, en entrant ça allait. Faut dire que je me suis bien équipé aussi. Mais là, ça commence vraiment à cailler. Et la température ne va pas aller en s'arrangeant. Donc je pense que lorsque je serai sorti de la forêt, il y aura du poisson surgelé pour tout le monde, directement disponible dans vos rayons. J'ai entendu du bruit. Et encore une fois, j'ai beau me dépêcher de pointer l'endroit en question avec ma lampe torche, je ne vois strictement rien. Ah, c'est malin, l'enregistrement vidéo a été arrêté automatiquement. Bon. Eh bien, il faut que je le relance. Voilà. Là, je relance la vidéo. J'ignore depuis combien de temps ça s'est arrêté. Normalement, ça ne va pas faire très longtemps. Et d'ailleurs, hier, lorsque je suis venu, il m'arrivait quelque chose de relativement étrange avec mon téléphone. Alors, faut savoir que mon téléphone, au niveau de la batterie, c'est assez obscur. Parce que ce téléphone est capable d'un coup de m'afficher qu'il me reste 1% de batterie, alors qu'en réalité il y en a bien plus. Et quand je le mets à charger, pouf, il remonte à 52%. Enfin, c'est un peu du n'importe quoi. Mais hier, lorsque j'utilisais le flash de mon téléphone en tant que lampe torche, alors c'était branché à une batterie externe que je possède. Et là, je le mets à brancher. Il est encore à 1%. Donc il reste à 1% durant tout le trajet. Je suis un peu en sueur à me demander quand est-ce que ça va lâcher. Et là, eh bien, en haut à droite, il y avait bien le petit 1% indiqué. Mais au milieu, il y avait indiqué il reste 0%. Ce qui est, vous en conviendrez, absolument impossible. Alors je ne sais même pas comment c'est possible que ce soit prévu par l'appareil. Et là je vous mets un screen également en fond de mon téléphone, parce que j'ai pris un screenshot sur le moment même afin de vous montrer ça. Et du coup je n'ai absolument pas compris comment ça se fait. Bon, mais ça on peut mettre le compte sur le bug de mon téléphone. Mais autre événement étrange qui a eu lieu avec mon téléphone, c'est que, eh bien, en rentrant, il s'est éteint, alors que la batterie externe fonctionnait encore. Je l'ai branché durant tout le trajet dans les transports, et il y avait bel et bien la petite, vous savez, cette petite image qu'il affiche, hein, c'est un iPhone, pour indiquer qu'il est en charge. Et ben, il ne s'est pas allumé. Même quand je suis entré chez moi, je l'ai branché. Il est resté branché pendant, je crois, au moins 1 à 2 heures avant d'enfin se rallumer. Voilà, c'est-à-dire que ce téléphone ne voulait absolument pas se rallumer avant d'être à 100%. Ah oui, je reconnais ici cette fameuse flèche blanche. C'est encore bien plus loin que je dois tourner. Ah tiens, revoilà le banc et l'espèce de borne avec le numéro de téléphone. Tiens, j'ai entendu une espèce de petit bourdonnement, une espèce de petit bzz bzz bzz. Je me suis demandé si c'était encore un papillon de nuit qui a été attiré par moi, enfin, par ma lampe torche. Et j'ai tout de même parcouru un sacré bout de chemin.
Ah, d'ailleurs, je suis entré dans la forêt, il était environ 18 heures. Et là, au moment où j'ai terminé d'effectuer mon petit rituel, hein, j'ai changé la batterie, j'ai regardé l'heure, il était déjà passé 19h20. Donc ça faisait bientôt 1h30 que j'étais dans la forêt, que j'étais là à marcher, à raconter mes histoires, à discuter avec vous. Bon, commence vraiment à cailler. Pourtant, je me suis bien équipé, comme je l'ai dit, 2 paires de chaussettes, un espèce de sous-pantalon en dessous de mon pantalon, des gants, écharpe. Pourtant, j'ai bien froid aux mains. Je me demande quelle distance au total j'aurais marché. Ça, je ne pourrais probablement pas le calculer vu que j'ai aucune idée d'où elle est, de l'endroit sur la carte jusqu'où je suis allé. C'est vraiment immense, hein, cet endroit. Même si ça tourne de temps en temps, j'ai vraiment l'impression de marcher presque en ligne droite depuis longtemps. Et vraiment, j'ai pas du tout traversé l'entièreté de la forêt, loin de là. Donc c'est vraiment immense. On va dire que 4400 hectares encore. Dire qu'avant c'était plus... c'était 10 000. Ah, le revoilà, le chemin réservé aux cavaliers. Tu vois, c'était 10 000 hectares. On n'a pas idée de la surface que ça représente. Je sens des fois des petits trucs me caresser la jambe ou le bras, mais en fait c'est simplement mon propre matériel qui pendouille un petit peu. Voilà, ça c'est toujours les mini frayeurs que je me fais. Je crois que c'est ici que je dois tourner. Ce qui veut dire que j'ai fait bien plus de chemin que je croyais. Je pensais que c'était encore plus loin. Ouais, c'est ça, le chemin des 2 montagnes. Donc c'est ici que je dois tourner. Donc voilà, je reviens sur le sentier caillouteux du départ. Donc il ne me reste plus énormément de chemin à faire. Avec la fameuse table ici. La fameuse table de pique-nique. Ouais, c'est assez impressionnant de voir à quel point d'une région à l'autre de la forêt, la disposition des arbres, ou le type d'arbres rencontré, le type de végétation peut changer du tout au tout. Même les différents terrains. Hein, comme là où j'étais il y a 10 minutes, c'était pas du tout pareil qu'ici. Bon, maintenant peut-être que pour certains vous pourrez me dire, bah oui évidemment, qu'est-ce que tu croyais? Évidemment que ça change d'un endroit à l'autre, c'est pas partout pareil. Faut dire que, étant un citadin, un pur citadin, n'est-ce pas? J'ai absolument pas l'habitude de faire des promenades en forêt, je n'ai pas du tout l'habitude des forêts. Donc je découvre complètement ce type d'environnement. Et sous un jour, sous une nuit du coup, assez sombre. Je perçois des lumières au loin. Je crois que je me rapproche de plus en plus de la civilisation. Ben là, j'aperçois le tunnel qui me mène donc à la sortie de la forêt, sous le chemin de fer. Donc, eh bien, c'est ici que va s'arrêter cette exploration. En tout cas, j'espère que cette expérience vous aura plu. Et bien évidemment, je reprends mes contes et mes histoires
horrifique dès ce samedi. Vous aurez toujours une vidéo chaque samedi à 19h. Et en attendant, si vous voulez, pour les prochains paliers d'autres explorations dans certains lieux avec certaines personnes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou alors si vous avez d'autres idées, d'autres suggestions de vidéos pour certains paliers ou pour une future vidéo spéciale Halloween, n'hésitez pas, je prends toutes vos suggestions et je les noterai probablement toutes. Et je vous ferai également la surprise pour la prochaine fois. En tout cas, pour ma part, cette expérience a été tout à fait passionnante, tout à fait intrigante. C'est très particulier de se retrouver comme ça, seul en forêt. Livré à soi-même avec quelques animaux et quelques oiseaux pour seule compagnie physique. Mais c'est vraiment quelque chose que je suis content d'avoir fait et que je suis content de vous proposer. Donc en tout cas, c'est ici que tout ça se termine et je vous dis à samedi pour une nouvelle histoire. C'était le Poisson Lanterne. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. J'espère de tout cœur que vous avez apprécié cet épisode spécial Halloween. J'ai à présent terminé le montage de la vidéo, et donc je vous fais ce petit débrief en ayant vu les images au montage. Et je dois bien dire que je n'ai strictement rien vu qui s'apparente à une activité paranormale. Quelques bruits par-ci par-là un peu étranges, mais bien facilement explicables, avec le bruit de mon sac ou de mes chaussures qui grincent légèrement. Je pense que ce qu'il y a encore de plus étrange, c'est bien le vent qui se lève à certains moments clés de la vidéo, surtout lorsque j'effectue mon petit rituel d'invocation. Mais ceci peut être aisément mis sur le compte de la coïncidence. À vous de voir. Je n'ai pour ma part rien vu d'autre qui puisse être qualifiable d'étrange, mais si jamais vous avez vu quelque chose que j'aurais raté, n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires. C'était le Poisson Lanterne, et je réitère mes salutations et mes remerciements. Bonsoir.